Toni Lee Sharpless est une mère de 29 ans vivant avec un trouble bipolaire et se battant contre l'addiction. En 2009, elle était enfin sobre et prête à prendre un nouveau départ. Un soir, elle va alors revoir une vieille amie qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps, mais malheureusement, elle ne rentrera jamais de sa soirée. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Toni Lee Sharpless, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une affaire américaine, une affaire qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui mais qui est extrêmement mystérieuse. Vous allez voir, on a vraiment beaucoup d'éléments dans cette enquête, mais malgré tout, ça reste un cold case. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Toni Lee Sharpless était une femme de 29 ans, née aux États-Unis dans la ville de Dowington, en Pennsylvanie. En 2009, elle était infirmière et maman d'une fille de 12 ans et sa vie commençait alors à devenir assez stable car avant ça, sa vie n'avait pas toujours été facile et elle avait dû faire face à beaucoup de choses compliquées. Alors qu'elle n'avait que 6 ans, son papa était décédé et après ça, il avait laissé vraiment un énorme vide en elle. Heureusement, elle avait eu l'amour et le soutien de son beau-père, Peter Nebel, qui était marié avec Donna, sa mère. Donc en grandissant, Toni avait habité avec eux dans un foyer globalement sain, mais malheureusement, à l'adolescence, Toni est tombée dans la drogue et l'alcool. En fait, elle ne le savait pas encore à ce moment-là, mais Toni souffrait d'un trouble bipolaire et n'a été diagnostiquée qu'une fois adulte. Donc à l'adolescence, elle oscillait entre des phases de manie et de dépression sans vraiment en connaître la raison, et c'est donc à cause de ça qu'elle s'est réfugiée dans la drogue et l'alcool. C'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent chez des personnes souffrant de bipolarité qui ne sont pas traitées ou qui sont mal traitées. Si ces personnes ne prennent pas les bons médicaments ou n'ont pas le bon dosage, eh bien il est possible qu'à ce moment-là, eh bien oui, elle se réfugie dans certaines addictions. Malgré ça, Toni était perçue comme une guerrière car elle a toujours tenté de s'en sortir et lorsqu'elle a été diagnostiquée, elle a toujours respecté ses doses de médicaments à la lettre. En fait, lorsqu'elle a été diagnostiquée, Toni a vraiment cru que c'était bon, qu'elle s'en était sortie et que maintenant ça allait aller mieux. Mais malheureusement, même diagnostiquée, eh bien, les médicaments qu'on lui a donnés n'étaient pas les bons, ils n'étaient pas adaptés à elle. Et malgré ça, eh bien, elle a continué à vaciller entre des phases de manie et de dépression assez intenses. Malgré ça, Toni gardait la motivation de s'en sortir grâce à sa fille qui était absolument tout pour elle. Toni était une mère célibataire, je ne sais pas vous dire où était le père, mais quoi qu'il en soit, sa fille était sa principale motivation pour devenir sobre et rester en bonne santé. Aussi, quand Toni n'allait pas bien, eh bien sa fille était là pour lui donner la motivation de s'améliorer professionnellement parlant. En fait, c'est grâce à sa fille que Toni a eu l'envie de se lancer dans des études d'infirmière. La semaine, elle allait alors à l'école et le week-end, elle travaillait dans un centre de réadaptation de sa ville pour gagner un peu d'argent. Donc vraiment, il faut se dire que Toni travaillait en permanence, la semaine à l'école, le week-end eh bien, au travail et en plus de tout ça, elle devait gérer sa vie de famille, mais aussi eh bien, son trouble bipolaire et ses addictions qui restaient bien présentes. C'est dans ce sens-là qu'on disait que Toni était une réelle guerrière. On peut se rendre compte à quel point elle ne s'est jamais laissée démotiver par ses problèmes et à quel point elle voulait avancer dans la vie. En 2007, elle a alors été diplômée de son école d'infirmière et a accepté un emploi dans les services des maladies infectieuses de l'hôpital général de Lancaster, toujours en Pennsylvanie. L'année 2007 était donc une super année pour elle, elle venait d'être diplômée, elle avait enfin un travail à l'hôpital de Lancaster, c'était vraiment très bien, mais malgré tout, eh bien, Toni avait toujours des difficultés à gérer son trouble bipolaire et aussi ses addictions. C'était vraiment difficile à vivre au quotidien, même si elle faisait le plus possible pour que ça n'impacte pas, ou en tout cas pas beaucoup, eh bien, sa fille ou son travail. Mais il faut savoir que le véritable choc qui a poussé Toni à réellement se prendre en main et à arrêter de consommer de l'alcool et des drogues,
s'est passé en 2008 lorsque sa fille avait 11 ans. Tony a en fait été arrêtée sur la route en état d'ébriété. Elle se rendait compte d'un coup qu'elle avait pris des risques. Elle pouvait tuer un innocent sur la route, mais elle pouvait aussi se tuer elle-même et laisser sa fille sans sa mère, et ça lui faisait énormément peur. Donc après ça, au début de l'année 2009, Tony a décidé de rentrer dans un centre de désintoxication. Elle avait alors fini par en sortir sobre et elle était convaincue que son addiction était derrière elle. Aussi, sur place, Tony avait vu pas mal de médecins qui lui avaient prescrit de nouveaux médicaments qui lui allaient parfaitement. Grâce à ça, son trouble était beaucoup plus supportable. Par contre, il s'agissait de médicaments qu'on ne pouvait absolument pas mélanger à l'alcool. C'est donc pour ça qu'avant on ne lui avait pas prescrit, mais maintenant qu'elle était sobre, elle était capable de prendre ses médicaments et donc d'aller mieux. Donc voilà, au moment des faits, Tony reprenait vraiment sa vie en main. Elle vivait chez ses parents avec sa fille et sa sœur Candy dans le canton de West Brandywine, toujours en Pennsylvanie. Elle allait travailler chaque jour à Lancaster, puis retrouver sa famille avec qui elle passait des moments heureux. Donc enfin, la vie de Tony était calme et elle pouvait maintenant profiter pleinement de tout ce qu'elle avait entrepris. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du samedi 22 août 2009. Ce soir-là, Tony avait prévu de sortir et de retrouver l'une de ses amies de longue date qui s'appelle Crystal Jones. La mère et le beau-père de Tony étaient d'ailleurs assez étonnés qu'elle allait revoir Crystal parce que les deux femmes s'étaient disputées 10 ans auparavant et elles ne s'étaient plus jamais revues depuis. À l'époque, les parents de Tony considéraient que Crystal avait une mauvaise influence sur elle, donc autant vous dire qu'ils avaient été assez contents lorsque Tony avait arrêté de voir Crystal 10 ans auparavant. Mais bon, apparemment, ce jour-là, Tony et Crystal avaient prévu de se revoir et s'étaient donné rendez-vous dans la ville de Philadelphie. Il faut savoir que Crystal avait invité Tony dans une boîte de nuit, ce qui à la base n'était pas vraiment le genre d'endroit où Tony aimait aller. De plus, elle n'allait jamais à Philadelphie et préférait rester dans sa petite ville. Mais bon, ce soir-là, elle avait accepté la proposition de Crystal, sans doute pour lui faire plaisir. Tout de même, les parents de Tony étaient assez inquiets vis-à-vis de cette sortie parce que le fait que Tony aille dans un club la soumettait tout de même à pas mal de tentations. Ça ne faisait même pas un an que Tony était sobre et si elle craquait, ce serait cette fois-ci très dangereux parce que rappelez-vous, les médicaments qu'elle prenait ne pouvaient pas se combiner avec l'alcool. Autre chose qui était assez inquiétant ce soir-là, c'est que Tony n'avait pas dormi depuis 36 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi Tony n'avait pas dormi pendant 36 heures, mais je pense que ça peut être lié avec son travail d'infirmière, parce que clairement, on le sait, les infirmières travaillent parfois très longtemps et sans se reposer. En tout cas, Tony était en grand manque de sommeil, ce qui est d'ailleurs une chose assez mal vécue par les personnes souffrant de bipolarité. Et puis pour ne rien arranger, ce soir-là, Tony n'avait pas eu le temps de prendre ses médicaments. Je pense que ce n'était pas voulu, mais voilà, le manque de sommeil, les risques liés à l'alcool, à sa sobriété, et puis le fait qu'elle n'ait pas pris ses médicaments, faisait que la soirée était quand même quelque chose qui inquiétait les parents de Tony. En tout cas, le soir du samedi 22 août 2009, Tony a pris sa voiture, une berline Pontiac de 2002 de couleur noire, et s'est rendu chez Crystal qui habitait dans le canton de West Fallowfield. Tony est arrivé chez Crystal vers 21h30, elle est rentrée chez elle et les deux filles se sont préparées pour sortir. Une fois prêtes, elles se sont rendues dans le centre-ville de Philadelphie et ont été dans deux boîtes de nuit, d'abord le King of Prussia et puis le J-Lounge. En parallèle, au milieu de la nuit, la fille de Tony avait du mal à dormir et elle a envoyé un message à sa maman où elle a écrit « J'espère que tu pourras dormir un peu. À bientôt. Je t'aime, bébé. » Au même moment, Tony quittait la boîte, le J-Lounge, et se dirigeait avec Crystal vers une fête à la maison de Willie Green, un joueur de basket de la NBA. Il était en fait présent dans le club et les avait invitées, elle ainsi que d'autres personnes, à continuer la fête chez lui dans la ville de Gladwin, à 30 minutes en voiture de Philadelphie. Cette fête ne va malheureusement pas se passer comme prévu parce que sur place, Tony va commencer à s'énerver parce qu'elle pensait que les autres invités se moquaient d'elle. Clairement, elle semblait en pleine crise de paranoïa, surtout que Tony était en état d'ébriété. Oui, elle avait craqué, elle avait consommé de l'alcool
Et pas qu'un peu. À 5 h du matin, Crystal et Tony étaient alors toutes les deux très ivres et on leur a alors demandé de quitter la soirée parce que leur comportement était assez dérangeant. Tony était alors encore plus énervé et clairement son état ne faisait que se dégrader. Les deux filles sont alors sorties de la maison et là Crystal s'est rendue compte qu'elle était la plus sobre des deux, elle était quand même très ivre et donc elle s'est dit que le mieux était que ce soit elle qui conduise la voiture. Par contre, Tony a refusé, Crystal a essayé de lui arracher ses clés de voiture, mais Tony s'est débattu et elle a réussi à les garder. Elles ont alors fini toutes les deux par marcher vers la voiture et arrivé devant, eh bien, un homme va les rattraper. C'était un homme qui était justement présent à la soirée. Cet homme, il voulait rien en particulier, simplement lui aussi quitter la fête et il les rattrapait pour discuter un petit peu avec elle avant qu'elle reparte. Mais voilà, à un moment donné, dans la discussion, eh bien, cet homme va dire en rigolant à Tony qu'elle était très ivre et qu'elle devait faire attention de ne pas faire d'accident. Mais là, il faut se rendre compte que Tony n'était pas du tout dans un état où elle avait envie de plaisanter. Elle était en pleine crise et a alors pensé que l'homme disait ça, encore une fois, pour se moquer d'elle. Elle s'est alors énervée, elle a commencé à se disputer avec cet homme. Mais heureusement, Crystal a calmé les choses, elle a demandé à Tony de rentrer dans la voiture, elle est rentrée aussi et les deux sont ensuite partis. Tony était donc au volant, Crystal sur le siège passager. Elle a conduit pendant environ 150 mètres et puis elle s'est arrêtée et elle a commencé à crier à Crystal de sortir de la voiture. Crystal ne savait pas vraiment quoi faire, elle voyait bien que Tony était dans un autre état, qu'elle était vraiment hystérique et donc pour éviter de l'énerver encore plus, elle a fini par sortir de la voiture. Tony a alors reclaqué la porte et elle est juste partie seule à bord de sa voiture. Crystal a alors attendu quelques minutes qu'elle revienne, mais au final, Tony n'est jamais revenu la chercher. Crystal était assez mal, elle était toute seule sur la route sans savoir comment rentrer chez elle. Elle a essayé d'appeler Tony à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'elle appelait, elle tombait directement sur sa boîte vocale, comme si Tony avait éteint son téléphone ou qu'elle n'avait plus de batterie. Finalement, au bout d'un moment, Crystal, qui était toujours seule et assez apeurée, a décidé d'appeler son neveu pour qu'il vienne la chercher, chose qu'il a acceptée. Quand elle est montée dans sa voiture, Crystal était alors furieuse et elle en voulait énormément à Tony. Par contre, et c'est vraiment important de le préciser, ni Crystal ni personne dans la soirée n'était au courant du trouble bipolaire de Tony ni de ses problèmes liés à l'alcool et aux drogues. Donc quand Tony a commencé à agir bizarrement, tout le monde a simplement mis ça sur le dos de l'alcool sans même savoir qu'elle était censée être sobre. Donc personne n'a vraiment compris son comportement et tous les enjeux qu'il y avait derrière ça. Le lendemain, le dimanche 23 août, Crystal s'est alors réveillée et elle était toujours en colère contre Tony. Elle a alors décidé de l'appeler à nouveau sur son téléphone pour comprendre ce qui s'était passé, mais encore une fois, elle va tomber sur sa boîte vocale, comme si depuis la veille, bien Tony n'avait toujours pas rallumé son téléphone. À ce moment-là, Crystal avait alors eu l'idée d'appeler la sœur de Tony, Candy, pour se plaindre et pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que là encore, bien, elle était totalement dans le flou. Candy va alors décrocher au téléphone et là, Crystal va lui raconter tout ce qui s'est passé et va lui demander si elle pouvait parler à Tony. Mais là, Candy va l'arrêter et va lui dire qu'elle croyait justement que Tony était toujours avec elle parce qu'elle n'était jamais rentrée à la maison. C'est à partir de là que les deux ont réellement compris que quelque chose, sans doute quelque chose de grave, était arrivé à Tony. Crystal a alors décidé d'appeler le commissariat de police pour expliquer ce qui s'était passé et Candy a elle prévenu ses parents et est ensuite allée à la police pour déposer un rapport de personnes disparues. Évidemment, les parents de Tony avaient énormément de questions, mais malheureusement, Crystal disait qu'elle n'en savait pas plus. Par contre, ça, ce serait une chose que les parents de Tony diront ne pas croire. Selon eux, Crystal en savait plus et ne disait pas tout. Dans tous les cas, ils étaient extrêmement en colère contre elle parce que selon eux, si leur fille avait disparu, c'était de sa faute car elle l'avait laissée partir ivre en pleine crise de paranoïa et n'avait même pas pensé à appeler la police. Sinon, du côté de la police, comme d'habitude, une équipe d'enquêteurs sera formée, des chiens pisteurs seront emmenés là où Tony avait été vu pour la dernière fois, les personnes présentes à la fête vont être interrogées, mais rien de plus ne sera retrouvé. Par contre, la police dira quand même que tous les témoignages qu'ils avaient reçus collaient parfaitement aux témoignages de Crystal. Donc ça venait quand même prouver que Crystal disait la vérité. Rapidement, les enquêteurs vont se retrouver face à une impasse parce qu'ils n'avaient strictement aucune idée de ce qui avait bien pu arriver à Tony. Sa famille essaiera elle aussi de comprendre, mais clairement ils avaient l'impression qu'il leur manquait des éléments.
Finalement, quelques temps après la disparition de leur fille, rien ne bougeait et les parents de Tony ont pris la décision d'embaucher une détective privée qui s'appelle Eileen Lowe. Eileen a alors repris toute l'histoire depuis le début et dans un premier temps, elle dira que selon elle, Crystal disait la vérité et qu'elle ne cachait rien. Par contre, même avec ça, les parents de Tony continueront à dire qu'ils n'avaient aucune confiance en Crystal et diront même qu'avant même que Tony parte avec elle, ils avaient déjà eu une mauvaise intuition. D'autres amis de Tony se rangeront du côté des parents et diront que selon eux aussi, dans le discours de Crystal, il y avait quelques incohérences. Selon eux, Tony n'aurait jamais laissé une de ses amies seule dans une rue sombre de Philadelphie en pleine nuit. Peu importe si elle était en état d'ébriété et dans un mauvais état mental, selon eux, Tony était le genre de personne qui prenait toujours soin des gens. L'enquête va aussi révéler que Crystal avait un casier judiciaire au moment des faits. En fait, en 2004, donc 5 ans auparavant, elle avait plaidé coupable de 2 chefs d'harcèlement. Bon, c'est pour harcèlement, donc ça n'a pas de lien avec une agression ou quoi que ce soit d'autre. Mais bon, ça a un petit peu renforcé l'idée des parents que Crystal était une mauvaise personne ou en tout cas une personne très suspecte. Pour en revenir à l'enquête, il y a en soi 2 possibilités. Soit quelque chose est arrivé à Tony lorsqu'elle était à la fête ou bien seule avec Crystal, mais si c'est le cas, les enquêteurs n'ont malheureusement aucun indice qui pourrait prouver que quelqu'un lui a fait du mal ou que quelqu'un dissimule quelque chose. Par contre, il y a selon eux une deuxième possibilité qui est que Crystal dit bel et bien la vérité. Donc que Tony soit bel et bien parti seul avec sa voiture et dans ce cas-là, il est possible qu'elle se soit tout simplement perdue. En fait, lorsque Tony a demandé à Crystal de sortir de sa voiture, elle est repartie avec l'intention de rentrer chez elle. Pour ça, elle aurait donc dû passer par l'autoroute et puis sortir un peu plus loin. Mais si jamais elle avait loupé la sortie, eh bien elle se serait retrouvée au New Jersey. Et là, il est fort possible que sous l'effet de l'alcool, de la paranoïa, de tout ce qui aurait pu se passer dans sa tête, elle n'ait pas retrouvé le chemin pour rentrer chez elle. La police a alors fouillé les bas-côtés de la route et les rivières dans l'espoir de peut-être retrouver sa voiture accidentée, mais rien en rapport avec l'enquête n'a été retrouvé. Mais même si rien n'a été retrouvé, eh bien la théorie comme quoi elle se serait perdue restait à ce moment-là l'hypothèse principale. Selon sa maman, Donna, c'est une théorie plus que probable et selon elle, si sa fille était seule perdue au New Jersey, elle aurait pu attirer l'attention d'une ou plusieurs personnes ayant de mauvaises intentions et donc être victime d'un acte criminel. Une autre chose qui vient confirmer cette théorie, c'est que 1 mois à peu près après la disparition de Tony, une caméra placée sur une voiture de police du New Jersey a filmé une voiture qui roulait avec la même plaque d'immatriculation que Tony. En fait, la voiture n'était pas celle de Tony, par contre, la plaque d'immatriculation, les chiffres, les lettres, étaient ceux de la plaque de Tony. Donc à partir de là, il y a comme 2 possibilités. Soit il s'agit bel et bien de la plaque d'immatriculation de Tony qui a été placée sur une autre voiture, soit en fait c'est une plaque immatriculée dans un autre état et donc ce n'est pas du tout la même plaque. Ça reste une possibilité parce que sur les caméras de la voiture de police, on voit pas très bien où a été immatriculée la plaque, donc on est sûr de rien en soi. Malgré tout, une recherche dans la zone avait eu lieu pour retrouver le véhicule, mais la police n'avait finalement rien retrouvé. Mais revenons-en à Eileen, donc la détective privée qui avait été embauchée par les parents de Tony. Quelques semaines plus tard, Eileen avait reçu une lettre anonyme venant de la ville de Trenton dans le New Jersey. L'auteur de la lettre expliquait alors qu'au mois de septembre 2009, donc quelques semaines après la disparition de Tony, l'un de ses amis lui avait offert la somme de 5 000 $ pour déplacer la voiture de Tony de la ville de Brooklawn dans le New Jersey jusqu'à la ville de Boston dans le Massachusetts. L'auteur de la lettre expliquera aussi que son ami en question qui lui avait demandé ce service était policier dans la ville de Camden dans le New Jersey et qui lui avait expliqué que quelques semaines plus tôt, il s'était battu avec une fille, qu'elle était morte et qu'à présent il avait besoin d'aide pour sortir sa voiture de l'état du New Jersey. Le policier aurait alors donné à l'auteur de la lettre une fausse plaque d'immatriculation pour bouger la voiture,
ainsi que de faux papiers d'identité au cas où il se ferait arrêter. Pour prouver ce qu'il disait, l'auteur de la lettre va donner les chiffres et les lettres de la plaque d'immatriculation ainsi que les chiffres de son faux numéro de sécurité sociale qui lui avait été attribué. L'auteur donnera aussi son numéro de téléphone et demandera à Eileen Lowe de l'appeler pour plus d'informations. Pour vous donner une idée de comment est-ce qu'il a écrit la lettre, je vais vous lire un petit extrait qui, je trouve, résume bien le tout. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé à Toni. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu un accrochage avec la police et j'ai reçu en espèces l'argent dont j'avais besoin pour amener la voiture à Boston. En tout cas, après avoir reçu cette lettre, Eileen a essayé de trouver un lien entre Toni et un certain policier de la ville de Camden, mais n'en a trouvé aucun. Elle a aussi envoyé la lettre à la police, mais les enquêteurs ont directement dit qu'ils pensaient que la lettre était juste une blague cruelle. Selon eux, le numéro de téléphone qui a été inscrit dans la lettre était un numéro qui les avait déjà appelés auparavant et qui leur avait déjà fait plusieurs mauvaises blagues du même genre. En fait, la personne derrière ce numéro se faisait toujours passer pour un policier du service canadien du renseignement de sécurité à Toronto. Et par la suite, l'homme au téléphone disait qu'il avait retrouvé la voiture de Toni et que donc la police devait se déplacer pour aller la voir. Selon les policiers qui avaient répondu à ces appels, l'homme était très doué et parlait très bien le jargon des policiers. Donc à chaque fois, les enquêteurs le croyaient et c'est seulement après avoir vérifié auprès des véritables agents du service canadien du renseignement de sécurité qu'ils se rendaient compte qu'il s'agissait simplement d'une blague. Mais bon, dans tous les cas, si Toni s'était bel et bien rendu jusqu'à la ville de Camden dans le New Jersey, comme le disait la lettre, eh bien il était possible qu'elle ait été victime d'un acte criminel parce que la ville était vraiment dangereuse. C'est-à-dire que oui, elle a potentiellement été victime d'un policier, mais si ce n'était pas le cas, eh bien sans doute qu'elle a tout de même été victime de quelqu'un. Par contre, certaines personnes contestent un petit peu le fait qu'elle aurait pu se rendre là-bas en se perdant. Selon d'autres personnes, Toni aurait pu se rendre là-bas d'elle-même parce que sous l'effet de l'alcool, elle aurait peut-être voulu se procurer de la drogue et elle savait que là-bas, dans cette ville, eh bien, beaucoup de gens en vendaient. Mais bon, je vous le précise, tous les proches de Toni diront que ce n'était pas possible et que jamais Toni aurait fait ça. Mais dans tous les cas, si pour une raison ou une autre, elle s'est retrouvée proche de cette ville, elle aurait pu tout simplement être la cible d'une mauvaise personne. D'ailleurs, il faut savoir que le New Jersey fait partie des 10 États ayant le plus de traite des êtres humains de tout le pays. D'ailleurs, c'est une théorie assez probable parce que certains pensent que Toni aurait pu être enlevée et utilisée pour de la prostitution. C'est d'ailleurs la théorie principale de Eileen, la détective privée, qui a reçu pas mal de témoignages de personnes qui pensaient avoir vu Toni dans le Midwest. Donc ça reste une possibilité qu'elle ait été enlevée dans le New Jersey à l'est du pays et emmenée vers le milieu ouest du pays pour subir de la prostitution. Aujourd'hui, la fille de Toni est adulte et a malheureusement été forcée de grandir sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa mère. Après la disparition de Toni, elle a vécu avec ses grands-parents et sa famille paternelle et heureusement aujourd'hui, elle est une belle jeune femme avec l'avenir devant elle. Malgré tout et évidemment, elle ainsi que tous ses proches aimeraient savoir ce qui est arrivé à Toni. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je sais que c'est frustrant, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce genre de fin où on a envie de savoir ce qui s'est passé, mais il faut vraiment se rendre compte que la famille a encore plus envie de savoir ce qui s'est passé et que c'est important pour moi qui tient une chaîne de True Crime de vous partager des faits qui ne sont pas encore résolus parce que je pense que c'est aussi un peu mon devoir de faire partager certains faits qui méritent plus de médiatisation à ma petite échelle, c'est quand même important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories, toutes vos pistes, tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me soutenir et pour dire que la vidéo vous a intéressé tout simplement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!